Bienvenue dans ce nouveau format vidéo, ce sont mes favoris. Et mes favoris du jour, vous vous en doutez, ce sont des favoris biologiques. De deux émissions que vous pouvez réécouter en podcast sur deux radios françaises, donc France Culture et France Inter, car oui, à la radio aussi, il y a de vraies pépites, pas que sur Internet ou sur YouTube, donc on aurait vraiment tort de s'en priver. La première émission dont je vais vous parler, c'est celle sur le microbiote. Elle est passée sur France Inter dans l'émission La tête au carré. Pendant longtemps, j'écoutais plus cette émission et là, dernièrement, en rentrant en voiture, je suis retombée dessus et je me suis dit, waouh, mais c'est vraiment fantastique, on y apprend toujours quelque chose. Je pouvais pas ne pas vous en parler. Surtout que sur ce sujet du microbiote, il y avait vraiment deux experts dans le domaine. Donc le premier, c'était une femme, c'était Julia Enders. Donc elle est médecin, elle est auteure du livre qui a eu beaucoup de succès, Le charme discret de l'intestin. Et un chercheur, Joël Doré, qui travaille à l'INRA et qui travaille sur un truc qui s'appelle la métagénomique. Et moi, je ne savais absolument pas ce que c'est. En fait, d'après ce que j'ai compris, c'est ce qui caractérise l'intégralité des gènes des micro-organismes du microbiote. Julia Enders, elle présentait deux choses. Elle présentait une exposition qui a lieu en ce moment à la Cité des Sciences et qui aura lieu, je crois, jusqu'au mois d'août. C'est une exposition sur le microbiote à laquelle elle a collaboré. Et elle présentait surtout sa nouvelle édition du charme discret de l'intestin. Donc c'est une édition qui est enrichie dans la mesure où finalement, à l'époque où elle a écrit le premier tome, il n'y avait pas trop de tests sur les hommes. La plupart c'était beaucoup sur les souris. Donc là d'avoir des résultats des tests sur les hommes, ça a vraiment pu étayer son propos. Donc elle a écrit deux gros chapitres en plus, donc un sur l'axe intestin-cerveau et l'autre chapitre c'est sur les probiotiques. Je trouve que c'est super intéressant d'avoir son avis à elle dans la mesure où elle relativise un petit peu la folie un petit peu du tout probiotique, où elle explique dans quel cas ça peut être intéressant, dans quel cas c'est pas si intéressant, quelles souches sont intéressantes, parce qu'il faut toujours se rappeler qu'un probiotique, on parle surtout de souches microbiennes. C'est pas aussi simple que ça en a l'air, c'est pas paf on prend des probiotiques et tout est réglé, non, c'est que parfois suivant certaines pathologies, il faut une souche bien précise. C'est important quand même d'avoir le recul de la science pour vraiment alléguer des effets santé ou pas. Et ce que je trouve super intéressant chez Julia Enders, c'est qu'elle insiste énormément sur l'alimentation et l'importance d'avoir dans l'alimentation des apports en aliments lacto-fermentés, en yaourt, en kéfir. Et je trouve que c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est à la portée de tout le monde. On n'est pas obligé d'acheter des probiotiques qui parfois peuvent être assez chers. Donc là, tout le monde, en faisant un petit peu attention à ce qu'on mange, on peut finalement amener des probiotiques directement dans notre assiette. Parce que finalement, il y a aussi un autre problème dont on parle peu, mais parce qu'il n'est pas si répandu que ça, mais c'est le fait de consommer trop de probiotiques. Et donc du coup, d'avoir une surpopulation bactérienne, parce que oui, c'est possible. Surtout quand on ajoute sans cesse des bactéries. Et pour la petite histoire, moi, ça m'était arrivé. C'est-à-dire que quand j'étais en première année de naturo, c'est vrai qu'on nous parlait quand même beaucoup des probiotiques. Et du coup, je dois avouer que je me suis dit, mon Dieu, mais il faut que j'achète des probiotiques, il faut que j'en prenne, il faut que je donne des bactéries à mon corps. Et donc j'en prenais, mais à cette époque, j'étais végétalienne, donc je mangeais déjà beaucoup d'aliments lacto-fermentés, de fruits, de légumes, enfin bref. J'avais pas mal de problèmes de santé aussi à cette époque, donc je suis allée voir une naturopathe qui travaillait avec la méthode du docteur Donatini, où finalement en fait elle analysait, on devait souffler dans un petit ballon et elle analysait les gaz. Et les résultats, c'est qu'en fait j'avais trop de bactéries. Elle me disait non mais là il y a un problème, il y a des bactéries qui se retrouvent dans des endroits, elles ont rien à faire là quoi. Et en fait elles étaient trop nombreuses. Ce qui m'occasionnait aussi des désagréments. C'est pour la petite histoire, mais c'est pour dire que ça m'a fait plaisir d'entendre ça à la radio, parce que c'est vrai que voilà, il faut pas non plus toujours se précipiter, faire attention aux souches qu'on utilise, toujours relativiser un petit peu ce qu'on fait au niveau de la santé. Parce qu'au final, c'est toujours intéressant et c'est primordial de d'abord regarder le fonctionnement des organes, ensuite de regarder qui habite ou qui est censé habiter les organes et ensuite de comprendre le fonctionnement de ces petits habitants, de ces petites bactéries, pour pouvoir avoir une hygiène de vie, une hygiène alimentaire qui est bonne pour tout ce petit monde.
Après, on n'a pas un microbiote donné qui n'évolue jamais, au contraire. En fait, il arrive à peu près à maturation entre 2 ans et demi et 3 ans. Ensuite, on peut vraiment parler d'un microbiote au niveau des seniors. Et ensuite, entre-temps, il va évoluer sans cesse. Il y a une étude américaine dont il parlait qui montrait que juste en 2 jours de changement, mais radical par contre, d'alimentation, il y avait déjà un changement qui se faisait au niveau du microbiote. C'est quelque chose qui va évoluer tout au long de la vie. Et donc les chercheurs sont aussi en train de travailler sur ce qu'on appelle les transplantations du microbiote ou alors transplantation fécale. Donc c'est-à-dire qu'on garde que les bactéries et on les transplante à quelqu'un qui en aurait besoin. Donc ça marche que dans le cas d'une diarrhée très sévère. Sinon, sur le reste des pathologies, en fait, c'est pas que ça marche pas, mais c'est qu'il n'y a pas assez de recul encore au niveau de la science. On sait jamais en fait ce que ça peut faire à très long terme. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça permet à des startups de travailler sur des nouvelles orientations, vraiment de pathologies qui seraient soignées avec du microbiote ou avec certaines bactéries. Et ça, c'est vraiment une piste, mais qui est hyper explorée et on en entend plus parler. C'est sur toutes les maladies chroniques inflammatoires, sur toutes les maladies qui, à l'origine, proviennent d'une hyperperméabilité intestinale et d'un stress oxydant et d'un stress chronique. Donc ça, on se rend vraiment compte que le microbiote, c'est vraiment un levier à utiliser, que l'alimentation, bien sûr, une alimentation à dominante végétale, c'est super important dans la mesure où finalement, on apporte des fibres qui sont utilisées par les bactéries pour produire de l'énergie. Après, alimentation à dominante végétale ne veut pas forcément dire alimentation strictement végétarienne ou végétalienne. C'est super important de se rendre compte que peu importe son alimentation, vraiment le levier qu'il faut utiliser, c'est vraiment faire une belle part aux légumes et aux fruits. Ensuite, il y avait un mini reportage super intéressant sur l'autisme. Et en fait, ils se sont rendus compte que souvent l'autisme était accompagné d'un déséquilibre ou d'une altération du bien-être intestinal. Et donc du coup, juste en utilisant le levier de l'alimentation, on avait une amélioration. Donc finalement, la petite conclusion, le résumé condensé de cette émission, c'est que le microbiote, ça pourrait vraiment devenir, et ça l'est déjà, une nouvelle médecine, ou en tout cas un nouvel axe dans la médecine. Et que finalement, tout le monde peut déjà commencer à prendre soin de ses bactéries en faisant attention à son alimentation, à son hygiène de vie et surtout, vous le savez, à sa gestion du stress. Et la deuxième émission dont je voulais vous parler, c'est une émission que j'ai entendue par hasard sur France Culture. Donc c'est LSD, la série documentaire. Et c'était la 4e partie d'une petite série sur des arbres et des hommes. Et là, cet épisode, c'était sur l'intelligence végétale. Cette émission s'ouvrait sur une question que j'ai trouvée un petit peu philosophique. C'est se demander à partir de quand on dit qu'on est intelligent. L'intelligence implique de savoir apprendre, de garder en mémoire ce qu'on apprend pour pouvoir l'utiliser ultérieurement dans une autre situation. À la différence d'un animal, donc de nous, d'un chat, d'un loup, une plante ne peut pas bouger. Donc du coup, le seul moyen qu'elle a développé pour se défendre, c'est une hypersensibilité. C'est-à-dire de vraiment être extrêmement attentive à tous les changements autour de son environnement pour pouvoir se défendre. Et dans cette émission, j'ai appris un truc incroyable, que en fait une plante sait faire la différence entre quand elle est bousculée par du vent, ou bousculée par un animal, ou croquée par un animal. Comment ils s'en sont rendus compte? En fait, en observant les molécules qu'elle sécrétait. Si un animal, on va prendre, là il prenait l'exemple de la chenille, donc une chenille qui vient croquer une plante, la plante est capable de sécréter donc des molécules d'alerte pour les autres plantes. Mais elle s'arrête pas là. Parce que jusque là, on pourrait se dire, bon ça paraît logique. Mais ça s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'elle va aussi sécréter une molécule qui mime les phéromones sexuels du prédateur de l'animal qui est en train de la croquer. Donc en fait, ça mime les phéromones sexuels du prédateur, dans le cas de la chenille. Ce qui fait qu'au final, le prédateur de la chenille va ressentir ça, va penser que ce qu'il attend au niveau de la plante, c'est une petite copine. Mais en fait, il va arriver et il va voir une chenille. Bon, il va peut-être croquer la chenille à son tour. Et c'est un super moyen de défense pour non seulement la plante elle-même, mais aussi pour toutes les plantes autour. Et ça, c'est un truc qu'ils expliquent aussi au tout début de l'émission en donnant l'exemple des acacias et des antilopes. C'est-à-dire qu'il y avait des acacias mais qui se faisaient trop manger en fait par des antilopes.
Et donc du coup, les acacias ont modifié leurs feuilles, les structures de leurs feuilles, ce qui fait que quand les antilopes les croquaient, les mangeaient, en fait, ce n'était pas digeste. Elles n'arrivaient pas à digérer. Donc en fait, ils s'en sont rendus compte comment? C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein d'antilopes qui mouraient de faim alors qu'elles avaient le ventre plein. Et c'était pas la première fois que j'entendais ça. Il y a 3 ans de ça, avec mon copain, on était allé dans sa famille qui est à La Réunion. Et on en avait profité pour passer une semaine à l'île Rodrigue. Donc c'est une île qui est à côté de l'île Maurice, donc elle dépend de Maurice. Et c'est une île où à la base il n'y avait que des tortues, des grosses tortues terrestres. L'homme est arrivé, il a tué toutes les tortues. Bon. Et ça fait quelques années qu'ils ont réintroduit des tortues. Donc il y a toute une réserve tortue où on vient voir les tortues. C'est pas un parc d'attractions, il y a toute une partie où les tortues font leur vie de tortue. Le guide nous expliquait donc qu'il y a des très jolis arbres, mais qui en fait ont une particularité. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait ces arbres et les tortues, grosso modo. Et donc les tortues, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles mangeaient toutes les feuilles de cet arbre. Au fur et à mesure, l'arbre a modifié la structure de ces feuilles. Ce qui fait que les feuilles jusqu'à la hauteur des plus grandes tortues étaient toxiques pour les tortues. Du coup, elles ont arrêté de les manger. Et les feuilles au-dessus, donc que les tortues n'arrivaient pas à croquer parce qu'elles étaient trop hautes, elles étaient normales en fait. Moi, quand j'avais entendu ça, je m'étais dit, mais c'est incroyable. Enfin, vraiment, j'avais été hyper surprise. Donc, on voit vraiment que les plantes arrivent à communiquer entre elles et les plantes arrivent à élaborer des systèmes de défense, mais qui sont juste incroyables. Et moi, je trouve que c'est vraiment fascinant. Et ça, c'est vraiment un truc qui me fascine et qui me passionne. Je suis pas la seule à être passionnée. Il y en a qui sont encore plus passionnés. Il y a des startups qui sont vraiment en train de s'intéresser à ce sujet pour voir. Ça serait quand même incroyable, mais si on peut arriver à communiquer avec les plantes pour finalement ne plus avoir besoin d'engrais, pour pouvoir dire à la plante, essaie de faire un petit peu plus de racines ou de quoi tu as besoin. Enfin, voilà, donc d'essayer vraiment de développer une relation avec les plantes pour finalement ne plus avoir besoin d'engrais, ne plus avoir besoin de pesticides, etc. Bon, après, à quelle fin ça va être utilisé, je ne sais pas, mais en tout cas, grâce à ces recherches, on apprend quand même des choses assez fascinantes. Mais la communication ne s'arrête pas là. Donc on apprend aussi que les plantes communiquent énormément avec les champignons, que les plantes communiquent entre elles bien sûr grâce aux réseaux souterrains pour s'échanger des informations, que les plus vieilles plantes prennent soin des plus jeunes plantes et ce pendant des années, mais aussi finalement que les plantes communiquent ou en tout cas sont influencées par les rythmes lunaires. Donc c'est vrai qu'on s'intéresse de plus en plus, en tout cas beaucoup de femmes, c'est vrai que je lis beaucoup ça sur les rythmes lunaires et les femmes. Et donc là on voit aussi que les rythmes lunaires influent énormément sur les plantes. On parle au niveau des sèves de véritables marées vertes dans les arbres. Et il y a une certaine chronobiologie lunaire au final. Et les arbres, ils vont pas simplement être influencés en fonction des saisons, mais aussi des rythmes lunaires et du parcours de la Lune dans le cosmos. Donc c'est assez... à la fois c'est fou, mais à la fois ça paraît logique, parce qu'on fait partie d'un tout au final. Mes grands-parents, où il y a encore plein de cultures, utilisaient en tout cas le calendrier lunaire pour faire leur plantation. Donc finalement, ce que j'ai trouvé super intéressant dans cette deuxième émission, c'est de voir qu'on est une symbiose. Ça rejoint finalement la première émission où on vit en symbiose avec toutes nos bactéries. Les arbres, les plantes, c'est pareil. Et en fait, là, il y a une autre question qu'un des intervenants pose. Finalement, est-ce qu'on peut vivre si on n'est pas intelligent? Oui, on peut peut-être vraiment parler d'intelligence végétale. Et je trouve que c'est bien parce que ça remet bien l'homme finalement à sa place. Il n'est pas au centre, mais il fait partie d'un tout avec toutes les millions d'espèces présentes sur cette planète et au-delà du coup. Et finalement, c'est aussi ce que je vous expliquais dans mon article sur la naturopathie. Les matières comme l'aromathérapie, la phytothérapie gagneraient vraiment à être utilisées du point de vue de la plante. Et pas forcément de la pathologie que la plante va soigner, mais vraiment comprendre comment la plante fonctionne, où est-ce qu'elle pousse, d'où elle est originaire, pourquoi on l'utilisait dans l'Antiquité, etc., etc. Je pense que ça, c'est vraiment, si on met vraiment l'accent là-dedans, peu importe les études qu'on fait, mais je pense qu'on peut avoir des connaissances, mais qui sont juste dingues au niveau des plantes. Et ça, c'est un truc qu'on a vraiment perdu dans notre monde moderne, cette fabuleuse connaissance. Finalement,
une prairie, c'est une bibliothèque finalement. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu perdu ça et je trouve que c'est dommage. Donc pouvoir écouter des émissions comme ça qui nous informent, qui nous apprennent des choses, mais qui surtout nous font réfléchir, ouais, je trouve que c'est vraiment précieux. Donc je suis super heureuse de vous avoir parlé de ça. J'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi d'avoir fait cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous a ennuyé, dites-le moi aussi, je serais triste, mais c'est pas grave. Dites-moi pourquoi ça vous a pas plu. Donc d'avance, merci pour vos retours, c'est super important pour moi pour savoir si je continue ou pas. Et je vous dis à très bientôt.